Les pleurs d'un nouveau-né devraient être une promesse. La première note dans la symphonie d'un nouveau départ. Il devrait évoquer l'avenir, l'espoir, une page blanche. Mais il existe des endroits au Mexique où la terre est tellement assoiffée de justice qu'elle engloutit les promesses. Des endroits où le silence pèse plus lourd que l'air. Où les murs ont une mémoire. Et ce dont ils se souviennent, c'est de la douleur à l'état pur. Dans les rues en terre battue de Colima, dans une maison qui tombe en ruine sous un soleil impitoyable, il y a des pleurs qui sonnent différemment. Ils n'annoncent pas la vie, ils annoncent une condamnation. Je m'appelle Padre Del Val, et ceci est la réalité du Mexique. Ce que vous allez entendre ce soir n'est pas une légende urbaine. Ce n'est pas une histoire d'horreur inventée pour effrayer les enfants autour d'un feu de camp. C'est la chronique d'un silence. Un silence cultivé par la peur, arrosé de larmes et récolté sous forme de tragédie. Un silence devenu si dense, si lourd, qu'il a d'abord écrasé une âme, puis une autre. Et puis, au cœur de cette obscurité, il a donné naissance à une horreur qui n'a pas de nom dans notre langue. Car pour nommer quelque chose, il faut d'abord pouvoir le comprendre. Et cela défie toute compréhension, toute. Sur cette chaîne, nous ne recherchons pas le sensationnalisme. Le sensationnalisme est un poison facile, une curiosité superficielle qui se satisfait et s'oublie. Nous recherchons quelque chose de plus dangereux. Nous recherchons la vérité. La vérité qui se cache derrière les portes fermées, à double tour, par la peur. Celle qui vit dans les regards vides que vous croisez dans la rue. Celle qui crie dans le silence complice des voisins qui jurent, encore et encore, qu'ils n'ont rien vu, qu'ils n'ont rien entendu. Ils savent qu'ils mentent. Nous savons qu'ils mentent. Et au fond de leur nuit sans sommeil, ils le savent aussi. Cette histoire parle d'une femme qui a donné naissance à son propre petit-fils. Arrêtez-vous ici. Ne continuez pas encore. Relisez cette phrase, lentement, mot après mot. Laissez chaque syllabe tomber dans votre esprit comme une pierre dans un puits. Une femme qui a donné à son propre petit-fils. Chaque mot est un gouffre. Chaque espace entre eux est un univers de questions brûlantes. Chaque lettre est tachée d'une souffrance que nous pouvons à peine imaginer. Dans cette maison anonyme de Colima, la vie et la mort se sont emmêlées dans un nœud impossible à défaire. L'innocence et le péché ont partagé le même berceau en carton. Le sang qui devait donner la vie, celui-là même qui unit les familles, a scellé une tragédie aux proportions bibliques. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas une histoire facile à raconter. Et ce n'est certainement pas facile à entendre. Vous allez avoir la gorge nouée. Vous allez ressentir une rage froide qui vous parcourra le dos. Vous allez ressentir une impuissance qui vous brûlera de l'intérieur, qui vous fera serrer les poings et maudire le ciel. C'est normal. N'ayez pas peur de ces sentiments. Embrassez-les. Cela signifie que votre humanité est intacte. Cela signifie que votre âme n'a pas encore été anesthésiée par l'indifférence du monde. Si votre cœur peut encore ressentir la douleur d'autrui, si l'injustice vous brûle encore comme un fer rouge, et si vous croyez, comme moi, que ces histoires doivent être racontées jusqu'à percer les oreilles de ceux qui ne veulent pas entendre, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous. Pas pour une vidéo de plus, pas pour vous divertir. Abonnez-vous comme un acte de résistance, comme un serment que vous refusez de détourner le regard. Rejoignez cette communauté qui refuse d'accepter le silence comme réponse. Car l'oubli, mes amis, est le dernier clou dans le cercueil des victimes. C'est la victoire finale des monstres. Et nous ne sommes pas là pour les laisser gagner. Maintenant, si vous êtes prêts,
éteignez les lumières. Ouvrez votre esprit et votre cœur et écoutez attentivement. Écoutez les pleurs qui viennent de Colima. Tout a commencé par un dossier. Comme tant d'autres tragédies dans ce pays, cela n'a pas commencé par un cri, ni par une sirène de police. Cela a commencé par le frottement silencieux d'un papier sur une montagne d'autres papiers. Le dossier était mince, presque insultant dans sa brièveté. Une seule feuille jaunâtre dans un dossier couleur manille. Il était destiné au bureau de Sofia Mendoza. Sofia était assistante sociale. Une de ces âmes quichotesques qui, contre toute évidence, croyait encore pouvoir changer le monde. Ou du moins, un petit coin de celui-ci. Un cas à la fois. Son bureau était un aquarium de lumière fluorescente et de désespoir. Les murs, d'une couleur indéfinie entre le beige et la résignation, étaient couverts de calendriers des années passées et d'avis gouvernementaux que personne ne lisait. L'air sentait le café brûlé, le vieux papier et le parfum bon marché de la bureaucratie. Et les dossiers, mon Dieu, les dossiers. Ils s'empilaient un sur son bureau, par terre, sur des chaises vides. Chacun d'entre eux était un univers de douleur condensé dans des formulaires. Des enfants battus, des mères abandonnées, des personnes âgées oubliées. Chaque dossier était une vie brisée, classée par ordre alphabétique. Sofia sentait le poids de tous ces dossiers peser sur ses épaules. Parfois, la nuit, elle croyait les entendre murmurer. Ce matin-là, le dossier des Robles arriva en haut de la pile. Il n'avait pas de numéro de dossier précédent. Il n'avait pas d'historique. C'était un fantôme dans le système. À l'intérieur, une note. Ce n'était même pas un rapport officiel. C'était un morceau de papier arraché d'un cahier à spirale. L'écriture était tremblante, presque enfantine. Écrite avec un stylo à encre bon marché qui avait coulé à certains endroits, comme si une larme était tombée dessus. Il n'y avait pas de signature. Il n'y avait pas de numéro de téléphone. Il n'y avait pas d'expéditeur. Seulement la peur distillée en 12 mots. L'enfant pleure beaucoup. La mère ne sort pas. Quelque chose ne va pas. Sofia lut la note 3 fois. Quelque chose ne va pas. C'était la phrase la plus courante dans son travail. La plus ambiguë. Et souvent, la plus effrayante. Cela pouvait être n'importe quoi. Une simple dispute entre voisins, amplifiée par l'ennui et la malveillance. Une fausse alerte lancée par quelqu'un qui avait trop de temps libre. Ou bien cela pouvait être la pointe de l'iceberg. La première fissure dans la façade d'un enfer privé. Dans le travail de Sofia, la ligne qui séparait la routine quotidienne de l'horreur absolue était invisible. Et elle était franchie sans prévenir. Elle posa la note sur le bureau. Le silence du bureau sembla s'intensifier. Elle regarda par la fenêtre. La ville bougeait dehors. Des voitures, des gens, la vie. Mais dans son esprit, il n'y avait que cette maison anonyme. Cette mère qui ne sortait pas. Cet enfant qui pleurait beaucoup. Le lendemain, le soleil de Colima tombait comme du plomb fondu sur l'asphalte. La vieille Tsuru de Sofia, guerrière ayant livré 1000 batailles contre les nids de poules et l'indifférence, gémissait à chaque changement de vitesse. La climatisation était morte depuis des années. Sofia conduisait les vitres baissées, l'air chaud lui frappant le visage. Elle quitta le centre-ville, les immeubles de bureaux, les magasins, les feux de signalisation. L'asphalte devint de plus en plus mince, de plus en plus fissuré, jusqu'à disparaître. Elle entra dans le royaume de la terre et de la poussière, le Mexique qui n'apparaît pas sur les cartes postales. Les maisons ici étaient différentes. Elles se cachaient derrière de hauts murs, dont beaucoup étaient surmontés de morceaux de verre brisés.
pas pour décorer, pour avertir. Chaque maison était une forteresse. Chaque porte, une déclaration de méfiance. Ici, les problèmes se réglaient à l'intérieur, ou ne se réglaient pas, mais ils étaient rarement partagés. Elle trouva la rue sans issue. Les pneus de la Tsuru crissaient sur le gravier. Et au bout de la rue se trouvait la maison. Elle était exactement comme il l'avait imaginé. Et pire encore, la peinture avait autrefois été blanche. Elle n'était plus qu'un souvenir gris, cloqué par le soleil, écaillé en longues bandes qui révélèrent des couches d'autres couleurs, d'autres vies. Les fenêtres étaient des yeux aveugles, recouverts d'une épaisse couche de poussière et de saleté. L'une d'elles était cassée, recouverte d'un carton qui se désagrégeait. Le jardin était un cimetière de mauvaises herbes et d'objets oubliés. Un pneu, une bouteille en plastique, une chaussure d'enfant, solitaire et triste. Sophia coupa le moteur. Le silence fut instantané et absolu. Un silence pesant, anormal. Pas même un aboiement de chien, pas même le son d'une radio, rien. Seulement le bourdonnement insistant des mouches dansant sous le soleil impitoyable. Et puis, elle l'entendit. À peine un filet de son, si faible qu'au début, elle crut que c'était le vent. Un pleur, aigu, faible, intermittent. Ce n'était pas le cri sain et exigeant d'un bébé affamé. C'était le son de l'épuisement. Le gémissement d'un oiseau blessé qui n'a presque plus la force d'appeler. Sophia eut la chair de poule, malgré la chaleur étouffante. Un frisson glacial lui parcourut la nuque. Elle sortit de la voiture. Chaque pas vers la maison lui semblait lourd, comme si elle marchait sous l'eau. Elle arriva à la porte métallique rouillée. Elle était cabossée. Des marques d'ancienne frustration. Elle leva la main. Elle hésita un instant. Puis, elle frappa. Le son résonna dans le vide. Un son creux, mort. Elle attendit. Son cœur battait fort dans ses oreilles. Rien. Le silence revint, plus dense qu'auparavant. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois, avec la paume ouverte. « Services sociaux. »« Madame Roble, ouvrez la porte, s'il vous plaît. » Sa propre voix lui semblait étrange dans ce silence. Il attendit. Il retint son souffle. Puis, un bruit. À l'intérieur, le bruit de pieds traînant sur le ciment. Lentement. Douleur. Un verrou. Un verrou qui s'ouvrit avec la lenteur de l'agonie. Chaque millimètre de métal qui bougeait semblait crier une protestation. La porte s'ouvrit. Juste une fente. Quelques centimètres d'obscurité. Et dans cette fente, un œil. Un seul œil la regardait. Un œil sans vie. Éteint. Entouré d'une mer de fines rides, sur une peau flétrie et pâle. Que voulez-vous ? La voix était un murmure. Un son qui semblait fait de poussière et de toiles d'araignée. C'était Elena Robles, la femme au dossier. Sa carte d'électrice, que Sophia avait vue sur une copie floue, indiquait qu'elle avait 42 ans. La femme devant elle semblait en avoir 60, ou 100, ou aucun âge. Le temps l'avait maltraitée, l'avait consumée de l'intérieur. « Madame Robles, je suis Sofia Mendoza, du ministère des Affaires sociales, » dit Sophia en montrant sa carte d'identité à travers la fente. « Nous avons reçu un signalement anonyme concernant un enfant. » Elena ne répondit pas. Son œil ne cligna pas. Elle resta simplement là, son corps frêle bloquant l'entrée, comme si elle protégeait un trésor sacré ou un monstre indescriptible. « Puis-je entrer, s'il vous plaît ? Je veux juste m'assurer que tout est en ordre. C'est un contrôle de routine, » insista Sophia, en utilisant la voix la plus douce et la moins menaçante qu'elle put trouver. Derrière Elena, dans la pénombre de la maison, une ombre bougea. Une silhouette grande et mince se matérialisa dans l'obscurité.
Un jeune homme. Il devait avoir une vingtaine d'années. Son visage apparut dans la lumière partielle de la porte ouverte. Et son regard? Son regard était différent. Il n'y avait ni peur, ni curiosité dans ses yeux. Il y avait du défi, une froideur qui ne correspondait pas à son âge. « Ma mère et moi allons bien », dit le jeune homme. Sa voix était plate, sans émotion. « Et l'enfant va bien aussi. » Il s'approcha de la porte. Sa présence était imposante. « Nous n'avons besoin de rien de la part du gouvernement. » C'était Ricardo, le fils. Il s'interposa doucement entre Sofia et sa mère. Le geste était subtil, presque imperceptible. Mais le message était d'une clarté brutale. Il était un mur, un gardien. Sofia sentit la tension dans l'air. Elle était presque physique, épaisse, irrespirable. La dynamique entre eux était profondément étrange. Ce n'était pas celle d'une mère et d'un fils inquiets. C'était celle d'un geôlier et de sa prisonnière. Ce n'est qu'un contrôle. Le protocole m'y oblige, mentit Sofia en gardant les yeux fixés sur Ricardo. Elle n'allait pas se laisser intimider. Je ne serai pas longue. Ricardo l'étudia longuement. Ses yeux étaient sombres, indéchiffrables. Comme deux puits sans fond. Sofia eut l'impression qu'il ne la regardait pas, mais qu'il voyait à travers elle. Il calculait, il évaluait. Puis, à sa grande surprise, un sourire se dessina sur son visage. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Froid, vide, contre nature. Il s'écarta, ouvrant complètement la porte. Ce geste était une invitation. Et un piège. « Entrez », dit-il. « Entrez, mademoiselle. Voyez par vous-même. » Il fit une pause. « Nous sommes une famille tout à fait normale. » Sofia fit un pas en avant. Elle franchit le seuil, et elle eut l'impression qu'une porte se refermait derrière elle. Pas celle en métal? Une autre? Une porte invisible? Elle venait d'entrer au cœur du cauchemar. La première chose qui la frappa fut l'odeur. Ce n'était pas seulement l'odeur de la pauvreté. Celle-là, elle la connaissait bien. Ça sentait la poussière, l'humidité, la nourriture bon marché. C'était différent. C'était une odeur dense, complexe. Un mélange nauséabond, ça sentait le renfermer. L'air vicié qui n'avait pas circulé depuis des mois. Ça sentait la vieille tristesse, imprégnée dans les murs comme de la suie. Et sous tout cela, quelque chose d'autre. Une odeur douceâtre, écœurante, comme des fleurs fanées pourrissant dans un vase sans eau. L'odeur de quelque chose d'organique qui se décompose lentement. Sofia eut un haut-le-cœur. Elle dut faire un effort conscient pour ne pas porter la main à son nez. La deuxième chose qu'elle remarqua fut l'obscurité. Malgré le soleil éclatant à l'extérieur, la maison était plongée dans une pénombre perpétuelle. Les quelques fenêtres étaient si sales qu'elles ne laissaient passer qu'une lumière grise et fantomatique. Le mobilier était rare. Des squelettes de bois sombre contre les murs tachés, une table bancale, 2 chaises dépareillées, une vieille armoire avec une porte qui ne tenait plus que par un seul pivot. Il n'y avait pas de photo au mur. Pas de décoration. Aucun signe de vie, ni de joie. C'était le décor d'une capitulation. Et au centre exact de la seule pièce, tel un autel profane, se trouvait la source des pleurs. Ce n'était pas un berceau. C'était une boîte en carton, de celles qui servent à transporter les fruits. Elle était posée directement sur le sol, en ciment nu. À l'intérieur, sur un tas de chiffons qui avaient autrefois été colorés, se trouvait le bébé. Sofia s'approcha, ses pas résonnant dans le silence oppressant. Elle s'agenouilla. Son cœur, qui battait fort, sembla s'arrêter.
Le bébé était petit, terriblement petit. Ses bras et ses jambes étaient des baguettes fragiles. Sa tête semblait trop grande pour son corps minuscule. Sa peau avait une teinte grisâtre, presque translucide. On pouvait voir les veines bleues sous la surface, un réseau délicat et maladif. Il ne pleurait pas. Pas vraiment. C'était plutôt un gémissement faible, rythmique, qui sortait de ses poumons sans force. Un son qui disait « J'abandonne ». Il pleurait sans larmes. Sophia sentit un nœud glacé se former dans son estomac. Dans son travail, elle avait vu des enfants souffrant de malnutrition. Mais cela, c'était de l'abandon dans sa forme la plus pure et la plus cruelle. « Quel âge a-t-il » demanda Sophia. Sa voix semblait étrange, étouffée. Elle ne quittait pas l'enfant des yeux. « 2 mois », répondit la voix de Ricardo depuis la porte. Sophia n'avait pas remarqué qu'il était resté là, à surveiller. Une statue sombre se découpant contre la lumière extérieure. Son calme était plus terrifiant que n'importe quel cri. Elena, quant à elle, s'était réfugiée dans un coin. Le coin le plus sombre de la pièce. Elle n'était qu'une ombre parmi les ombres. Elle ne regardait pas Sophia. Elle ne regardait pas le bébé. Son regard était fixé sur une tache d'humidité sur le mur, comme si le scénario de sa vie était écrit sur cette tache. « Il semble très petit pour avoir 2 mois, » dit Sophia, essayant de rendre sa voix professionnelle, sereine, cachant l'alarme qui s'était transformée en sirène dans sa tête. « L'avez-vous emmené chez le médecin ?»« Ce n'était pas nécessaire, » coupa Ricardo, de la même voix plate, sans inflexion. « Ma mère s'y connaît dans ces domaines. Elle s'occupe de lui. » Le mensonge était si flagrant, si évident, que Sophia ressentit une vague de colère. Elle ne s'occupe pas de lui. Elle ne le regarde même pas. Il y a un gouffre entre cette femme et cette boîte en carton. Un gouffre fait de terreur et de quelque chose d'autre que Sophia ne pouvait encore nommer. Sophia tendit lentement la main pour toucher la joue du bébé, pour sentir sa température. Sa peau était froide et moite. Clic! Le bruit était presque imperceptible, mais dans le silence de la maison, il résonna comme un coup de feu. Sophia leva brusquement les yeux. C'était Elena. Elle avait émis un son. Un claquement de langue, un gémissement étouffé au fond de sa gorge. Et elle tremblait. Tout son corps était secoué de spasmes violents et incontrôlables, comme si elle souffrait d'un froid polaire. Ses yeux, auparavant vides, étaient maintenant exorbités, fixés sur la main de Sophia, la main qui s'approchait du bébé. Ils étaient remplis d'une panique absolue, primitive. Sophia se figea. Elle reconnut ce regard. Elle l'avait déjà vu chez des animaux pris au piège. Ce n'était pas la peur d'une mère inquiète pour la santé de son enfant. Ce n'était pas l'angoisse d'être découverte dans sa négligence. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus sombre. C'était de la terreur pure. Sophia retira sa main, comme si la boîte en carton était brûlante. L'atmosphère devint électrique, pesante, comme l'air avant un violent orage. Elle se leva, faisant face à Ricardo, qui n'avait pas bougé de la porte. « Madame Robles », dit Sophia, s'efforçant de garder une voix stable. « J'ai besoin de vous parler, en privé. » Ricardo eut un petit rire. Section courte, sans une once d'humour. « En privé ? Et pourquoi ça ?» Son sourire glacial réapparut. « Dans cette famille, nous n'avons pas de secret, mademoiselle. »« C'est la procédure habituelle, » insista Sophia, sentant son pouls battre dans ses tempes. Chaque seconde passée dans cette maison était une torture. Ricardo l'observa un instant de plus. Puis
Il haussa les épaules avec une indifférence étudiée. Comme vous voulez. Mais je vous préviens, ma mère n'est pas très bavarde. Il se retourna et quitta la pièce. Mais il ne partit pas. Sophia l'entendit s'asseoir sur la marche de l'entrée. Le léger grincement du métal, le clic d'un briquet, un gardien à son poste. Sophia se tourna vers Elena. La femme tremblait toujours dans son coin, se serrant dans ses bras. « Elena » dit-elle très doucement, presque dans un murmure. « Je suis là pour vous aider. Vous n'avez pas à avoir peur. » La femme ne réagit pas. « Elena, cet enfant, est-ce votre fils ?» C'était une question formelle, une question de routine, du moins c'est ce qu'elle croyait. Une éternité s'écoula dans le silence. Le temps semblait s'étirer, devenir dense comme du miel. Finalement, Elena acquiesça. Un mouvement de tête presque imperceptible. Et elle murmura « Oui ». Le mot sortit de ses lèvres, mais ses yeux criaient « Non ». Sophia fit un pas de plus vers elle. Une odeur de pourriture semblait émaner des murs eux-mêmes. « Elena, j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Qui est le père de cet enfant ?» Elena tremblait de plus en plus fort. Elle serra les mâchoires et... Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Des larmes silencieuses, sans sanglots. Des larmes qui ne faisaient aucun bruit, comme si elles avaient peur d'être entendues. Des larmes qui attendaient depuis des années, peut-être des décennies, l'occasion de couler. Elle ouvrit la bouche pour parler. Mais seul un halètement en sortit. Un râle étouffé. Ses yeux se détournèrent, remplis de panique, vers la porte. Vers la silhouette de Ricardo se découpant dans la lumière. La terreur sur son visage était si pure, si absolue, que Sophia sentit son sang se glacer dans ses veines. « Il, » commença Elena. Sa voix se brisa. « Le père est... » Elle s'arrêta. Elle ferma les yeux avec une force brutale, comme si elle voulait disparaître du monde. Sophia attendit. Le silence dans la pièce était assourdissant. Puis, Elena ouvrit les yeux. Elle la regarda droit dans les yeux. Et au fond de ses pupilles mortes, pendant une seule et fugace seconde, Sophia vit la vérité. Une vérité si monstrueuse, si contre nature, que son esprit refusa de la comprendre. Non, ce n'est pas possible. C'est impossible. Elena n'eut pas besoin de prononcer le mot. Ce n'était pas nécessaire. Le geôlier à la porte, la prisonnière dans le coin, et la preuve du crime, gémissant dans une boîte en carton sur le sol. Sophia sentit un goût métallique et amer dans sa bouche. Le goût de la peur, le goût de l'impensable. Elle se rendit compte qu'elle ne respirait plus. Elle prit une bouffée d'air qui lui sembla épais et sale dans ses poumons. Ce n'était pas de la malnutrition. Ce n'était pas de l'abandon. Ce n'était pas de la négligence. C'était une horreur sans nom, un péché qui n'avait pas sa place dans ses formulaires. Elle se leva, sentant ses jambes trembler de manière incontrôlable. Elle avait besoin de sortir de là. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de réfléchir. « Je reviendrai », dit-il à Elena. Ce n'était pas une phrase de circonstance, c'était une promesse. Il se dirigea vers la porte, sentant le regard de Ricardo dans sa nuque. Il passe devant lui. L'odeur du tabac bon marché se mêlait à la puanteur de la maison. Ricardo lui sourit à nouveau, ce sourire vide et glacial qui resterait à jamais gravé dans la mémoire de Sophia. « Tout va bien, madame la fonctionnaire ?» Sophia ne répondit pas. Elle en était incapable. Elle courut pratiquement jusqu'à sa voiture. Elle ouvrit la portière, s'installa à l'intérieur et verrouilla les portes d'un coup sec. Elle démarra le moteur et accéléra, laissant derrière elle un nuage de poussière.
Elle roula sans but pendant plusieurs minutes, les vitres ouvertes, essayant de remplir ses poumons d'air frais pour effacer l'odeur de la maison. Mais l'odeur était déjà en elle, et l'image ne la quittait pas. Elena tremblant dans un coin. Ricardo surveillant depuis la porte. Le bébé mourant lentement dans une caisse de fruits. Non. Ce n'était pas une famille normale. C'était un enfer privé, un microcosme d'horreur parfait et autosuffisant. Et Sofia venait d'ouvrir la porte. Elle devait maintenant décider quoi faire des démons qu'elle avait trouvés à l'intérieur. Pour comprendre les pleurs dans la boîte en carton, il faut écouter les échos. Les échos qui rebondissent sur les murs de cette maison. Les échos d'autres pleurs, d'autres portes fermées, d'autres silences. L'horreur que Sofia a découverte n'est pas née avec Ricardo. Elle n'est pas née avec Elena. C'était un héritage. Une couronne d'épines transmise d'une génération à l'autre. La préhistoire de ce cauchemar n'a pas commencé avec un fils qui regardait sa mère de la mauvaise façon. Elle a commencé bien avant. Avec un père qui regardait sa fille de la même manière. Dans la même maison, avec le même silence complice des voisins. Le père d'Elena s'appelait Ramiro. Dans le quartier, son nom était prononcé à voix basse. C'était une légende noire, un croque-mitaine pour les enfants qui se comportaient mal. Un homme peu loquace et au point rapide. Un homme qui parlait le langage des coups. Il buvait dès le lever du soleil. De la tequila, du mezcal. Tout ce qu'il trouvait. L'alcool ne le rendait pas joyeux, il le rendait cruel. Il ne l'endormait pas. Il le réveillait. Il réveillait le monstre qui sommeillait en lui. Elena a grandi en apprenant l'art de l'invisibilité. Elle a appris à marcher sur la pointe des pieds, sur le sol en ciment. Elle a appris à respirer en silence. Elle a appris que le son de son propre rire pouvait être un déclencheur. Elle a appris la géographie de la peur. Elle savait quelle dalle du sol craquait. Elle savait quelle porte grinçait. Elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, essayant de ne laisser aucune trace de son existence. Elle a appris que l'amour d'un père pouvait prendre la forme d'une ceinture en cuir, qu'une caresse pouvait brûler plus qu'une flamme. Sa mère. La mère d'Elena était une ombre, une âme brisée, bien avant qu'Elena n'ait la moindre souvenir. Une femme qui avait appris à regarder à travers les murs, à vivre dans un monde intérieur où la réalité ne pouvait l'atteindre. Elle était présente physiquement, mais son esprit était parti depuis longtemps. Elle habitait la même maison, mais vivait en exil dans son propre esprit. Un jour, quand Elena eut 13 ans, le regard de son père changea. Cela se produisit du jour au lendemain. Ce n'était plus le regard d'un père pour sa fille. C'était devenu le regard d'un homme pour une femme. Un regard possessif, affamé. Elena sentit ce changement comme on sent un changement de pression atmosphérique avant un tremblement de terre. Elle ressentit un froid qui n'avait rien à voir avec la température. La première fois, c'était par une nuit pluvieuse. Une de ces tempêtes qui semblent vouloir arracher le monde de ses racines. La maison sentait la terre mouillée et la tequila bon marché. Sa mère dormait dans l'autre chambre, ou faisait semblant de dormir. Elena ne l'a jamais su. C'était peut-être mieux ainsi. Ramiro entra sans bruit dans sa petite chambre. La pluie étouffait tous les sons. Il s'arrêta près de son lit. Une silhouette immense dans l'obscurité. Elena se recroquevilla sous la couverture usée. Elle ferma les yeux très fort. Elle pria un Dieu auquel elle ne croyait pas. Ramiro ne dit rien. Il n'y eut ni parole, ni menace, ni promesse. Seul le bruit de la pluie frappant le toit en tôle. Et les sanglots s'étouffaient d'une petite fille à qui on arrachait l'âme. Cette nuit-là, cela se répéta. Et la suivante. Et celle d'après. Cela devint une routine.
comme le lever du soleil, comme le coucher du soleil. Elena apprit à se dissocier, un terme clinique pour un processus brutal. Elle a appris à séparer son esprit de son corps. Son corps était là, dans ce lit, souffrant. Mais son esprit s'en allait. Il s'en allait loin. Dans un champ de fleurs qu'elle avait vu une fois. Dans la mélodie d'une chanson qu'elle avait entendue à la radio. N'importe où. N'importe où les mains de son père ne pouvaient l'atteindre. Quand elle avait 16 ans, sa mère est morte. De tristesse, ont dit les voisins lors de la veillée funèbre. Elle s'est laissée mourir. Un jour, elle a simplement arrêté de manger. Puis, elle a arrêté de parler. Et finalement, un matin, elle a arrêté de respirer. C'était sa seule et dernière échappatoire. Elena s'est retrouvée seule avec son monstre. L'enfer, qui avait auparavant des témoins silencieux, est devenu une affaire privée entre deux personnes. Un an plus tard, Ricardo est né. Sur l'acte de naissance, dans l'espace réservé au nom du père, il y avait une ligne vide. Elena Robles, mère célibataire. Personne dans le quartier n'a posé de questions. Personne à l'hôpital n'a insisté. Dans ces coins du monde, on ne pose pas ce genre de questions. La survie est plus importante que la curiosité. Chaque famille a ses propres fantômes. Mais Ramiro savait, et Elena savait. Et l'enfant, Ricardo, a grandi au cœur de ce secret pourri. Il a grandi dans une maison où l'air était empoisonné. Ramiro n'a jamais levé la main sur Ricardo. Jamais. Mais le poison se transmet par d'autres moyens, pas seulement par les coups. Ricardo a grandi en voyant la terreur dans les yeux de sa mère, chaque fois que son grand-père entrait dans la pièce. Il a grandi en entendant les bruits étouffés qui venaient de la chambre d'à côté pendant la nuit. Il a grandi en ressentant la tension, comme une corde de violon sur le point de se rompre, chaque fois que les trois étaient ensemble. Il ne comprenait pas ce qui se passait, pas avec son esprit d'enfant, mais son corps, lui, comprenait. Son âme le savait. Il n'a pas appris l'amour. Il n'a pas appris l'affection. Il n'a pas appris la protection. Il a appris le pouvoir. Il a appris que la peur était un outil. Il a appris que le plus fort impose sa volonté. Il a appris à dominer. Quand Ricardo avait 15 ans, Ramiro est mort. Justice divine, peut-être? Ou simplement la fin logique d'une vie d'excès. Il s'est étouffé avec son propre vomi une nuit, après avoir trop bu. On l'a retrouvé le lendemain matin, étendu sur le sol de la cuisine. Elena a ressenti, pour la première fois de sa vie, une sensation qui ressemblait à de la liberté. Elle a pris une grande inspiration. Et pour la première fois, l'air ne lui pesait pas dans les poumons. Cette sensation n'a pas duré longtemps. Très peu de temps. Le trône du tyran n'est pas resté vide longtemps. Le vide laissé par le monstre fut rapidement comblé, par sa propre création. Ricardo, l'enfant silencieux, l'observateur, le témoin qui avait tout vu, celui qui avait parfaitement appris la leçon. Au début, c'était subtil, presque imperceptible. Ne sors pas habillé comme ça, maman. Les hommes te regardent beaucoup. Qui t'a appelé au téléphone? Pourquoi tu riais? Je n'aime pas que tu parles aux voisins. Contrôle, jalousie, possession. Il répétait les schémas qu'il avait appris dès son plus jeune âge. Il utilisait les mêmes mots que ceux qu'il avait entendus murmurer par son père, grand-père. Elena, dont l'esprit avait été systématiquement brisé pendant des décennies, ne savait pas comment se défendre. Comment mettre un terme aux agissements de son propre fils? Comment se défendre contre la seule personne qui vous reste au monde? La terreur était son état naturel, son foyer. Simplement, le visage de la terreur avait changé. La dynamique s'était inversée avec une logique perverse. Le fils était devenu le père. Le protégé
était devenu le geôlier, et une nuit, l'histoire, cyclique et cruelle, s'est répétée, avec une précision effrayante. Ricardo est entré dans la chambre de sa mère. Il n'a rien dit. Le seul bruit était celui des grillons qui chantaient indifférents derrière la fenêtre, et les sanglots étouffés d'une femme à qui on arrachait l'âme. Pour la deuxième fois. Le cycle était bouclé. La victime était devenue la mère du bourreau. Puis, à nouveau victime de sa propre création. Le bébé, Angel, qui gémissait dans la boîte en carton. Ce n'était pas un accident, c'était l'aboutissement, la preuve vivante d'un héritage de douleur. Le point final d'une tragédie écrite avec le même sang, dans la même maison, génération après génération. Pendant les jours qui suivirent, Sofia ne dormit pas. Ou si elle dormit, ce ne fut pas un repos. Ce furent de brefs moments de sommeil, dans une obscurité peuplée de cauchemars. L'image de la maison ne la quittait pas. L'odeur de renfermé et de pourriture s'était incrustée dans sa mémoire. Le regard d'Elena, cet abîme de terreur et de résignation. Le sourire glacial de Ricardo. Le sourire d'un prédateur qui connaît le terrain. Et les gémissements du bébé. Ce son qui était l'absence de tout espoir. Sofia savait qu'elle ne pouvait pas y retourner seule. La froideur de Ricardo, son calme contre nature, l'avait profondément troublée. Ce n'était pas seulement un jeune homme surprotecteur et tordu. Il y avait autre chose. Une noirceur calculée, une intelligence cruelle. Elle savait qu'elle avait besoin du système de son côté. Elle avait besoin du poids de la loi, de la force de l'État. Elle décida donc de suivre le protocole, la voie officielle. Elle porta l'affaire devant les autorités. Sa première étape fut le bureau de son supérieur direct, Maître Morales. Morales était un homme qui semblait fait du même bois que son bureau. Gris, usé et surchargé. Il était dans le système depuis 30 ans. 30 ans à voir la machine bureaucratique dévorer les bonnes intentions et recracher des formulaires remplis. Ses yeux étaient fatigués. Ils avaient vu trop de Sofia, pleine de feu et de rage. Pour finalement les voir, avec le temps, s'éteindre et devenir partie intégrante du paysage gris. Morales l'écouta sans l'interrompre. Ses doigts, épais et tachés d'encre, étaient entrelacés sur son ventre proéminent. Son regard était perdu sur un point du mur derrière Sofia. Soupçon d'abus, négligence grave, abandon, conclut Sofia. Elle n'osa pas. Pas encore. Elle n'osa pas mettre des mots sur la monstruosité qu'elle avait vue dans les yeux d'Elena. Morales soupira. Ce fut un long soupir, lourd, le soupir d'un homme qui a entendu la même histoire trop souvent. Le son de la défaite. « Sofia, avez-vous des preuves ?» demanda-t-il d'une voix pâteuse. « J'ai mon instinct professionnel. J'ai ce que j'ai vu. Cette femme est terrifiée. Cet enfant est en danger de mort. L'instinct ne suffit pas pour remplir des formulaires, Mendoza, répliqua Morales avec un calme que Sofia trouva exaspérant. J'ai besoin de faits. J'ai besoin de photos. J'ai besoin d'un rapport médical certifiant la malnutrition. J'ai besoin d'une déclaration. La femme ne parlera pas tant que son fils sera présent. Elle est sous pression, menacée. Ceci, dit Morales en ajustant ses lunettes d'un doigt, est une supposition de votre part. Très professionnelle peut-être, mais une supposition. Sofia sentit une vague de frustration monter dans sa gorge. Elle eut envie de crier. Elle eut envie de frapper le bureau. Une chose à la fois, Mendoza, continua le superviseur d'un ton presque paternaliste. Nous ne pouvons pas passer notre vie à accuser les gens de monstruosité sans aucune preuve solide. Le système nous dévorerait tout cru, vous et moi,
Et au final, nous n'aiderions personne. Le système. Encore ce mot. Une entité sans visage. Un Dieu capricieux et aveugle que tout le monde craignait. Un labyrinthe de règles conçues, semblait-il, non pas pour trouver la vérité, mais pour éviter les responsabilités. Sophia sentit un frisson lui parcourir le dos. Le froid des couloirs d'un bâtiment gouvernemental tôt le matin. Le froid du café brûlé et des espoirs morts. Elle sortit du bureau de Morales avec un dossier rempli de formulaires. Formulaire 7A. Demande de visite médicale accompagnée. Formulaire 12C. Rapport préliminaire de situation à risque. Formulaire 3B. Notification interdépartementale. L'horreur était en train d'être classée, étiquetée, diluée dans le jargon bureaucratique. Le système ne cherchait pas à protéger Elena ni l'enfant. Il cherchait à se protéger lui-même. Il a fallu 3 jours pour obtenir l'ordonnance du tribunal pour la visite médicale. 3 jours pendant lesquels Sophia a à peine mangé. 72 heures pendant lesquelles, chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le bébé s'affaiblir de plus en plus dans sa tombe de carton. Elle retourna à la maison, cette fois avec des renforts. Une infirmière du centre de santé, Carmen, une femme pratique et peu loquace. Et 2 policiers municipaux, un vétéran et un novice, qui semblaient s'ennuyer. Sophia espérait que la présence des uniformes intimiderait Ricardo. Qu'elle donnerait à Elena le courage dont elle avait besoin pour parler. Elle se trompait. Elle se trompait terriblement. Ricardo les accueillit à la porte avec le même calme glacial. Son regard passa au-dessus de Sophia et se posa sur les policiers. « Eh bien, quelle visite populaire !» dit-il. Son ton n'était pas celui de la peur. C'était celui de la moquerie. « Y a-t-il un problème, messieurs les agents ?» Le policier le plus âgé, un homme robuste à la moustache épaisse, s'avança. « Juste une visite de routine, mon garçon. » Des affaires entre ces dames. Laisse-les faire leur travail. Ricardo haussa les épaules et s'écarta, leur laissant passer d'un geste théâtral. La scène à l'intérieur était identique. La maison, figée dans le temps. L'odeur. Elena, une statue de sel dans son coin. Carmen, l'infirmière, alla droit au but. Elle s'agenouilla près du cercueil. Son visage, d'abord professionnel, se durcit à chaque seconde qui passait. Elle toucha l'enfant. Elle prit sa température. Elle observa sa respiration. Elle leva les yeux vers Sophia. Ses yeux étaient 2 pierres de rage contenues. « Cet enfant a besoin d'être hospitalisé. » « Tout de suite, » dit-elle. Sa voix fendit le silence comme un coup de fouet. « Il est gravement déshydraté, mal nourri, et je pense qu'il a un souffle cardiaque. » C'était le signal. « Nous allons devoir emmener l'enfant pour qu'il reçoive des soins médicaux, » annonça Sophia, d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre ferme. À sa grande surprise, Ricardo ne s'y opposa pas. Il acquiesça, lentement. Si c'est pour son bien, faites-le. Mais alors, quelque chose se brisa. Pendant que Carmen enveloppait le bébé dans une couverture propre qu'elle avait apportée, Elena bougea. Elle se leva de son coin, avec la lenteur d'une vieille femme. Elle marcha vers le centre de la pièce. Et pour la première fois, elle regarda le bébé. Mais il n'y avait pas d'amour dans son regard. Ni d'inquiétude, ni d'instinct maternel. Il y avait un mélange de dégoût et de terreur. Elle tendit une main tremblante, non pas pour caresser l'enfant, mais pour effleurer la couverture, comme si le contact direct avec la peau du bébé pouvait la brûler. Puis, elle murmura 5 mots qui tombèrent dans la pièce comme des morceaux de glace. « Ce n'est pas mon fils. C'est ma honte. » Les policiers se regardèrent,
mal à l'aise. Carmen resta paralysée. Le novice déglutit. Ricardo se raidit. Pendant un instant, un seul instant, son masque de calme se fissura. Une veine battait fort sur sa tempe. Sofia vit là une opportunité. Elle s'approcha d'Elena. « Elena, que voulez-vous dire par là? Si ce n'est pas votre fils, alors de qui est-il » Elena ouvrit la bouche. Son regard croisa celui de Ricardo. Le regard du jeune homme n'était plus froid. C'était un avertissement, une menace silencieuse qui criait plus fort que n'importe quel mot. « N'ose même pas ». Elena ferma la bouche. La terreur envahit à nouveau son visage, effaçant ce bref instant de défi. Elle se retourna et, traînant les pieds, retourna dans son coin, dans son refuge, dans sa prison. Le moment était passé. La fenêtre s'était refermée. À l'hôpital, la vérité commença à prendre une forme encore plus grotesque. Alors que le bébé, que les infirmières avaient provisoirement baptisé Angel, luttait pour sa vie dans une couveuse, Sofia remua ciel et terre. Elle dut supplier, faire jouer ses relations, promettre des faveurs qu'elle ne savait pas si elle pourrait tenir. Elle savait qu'elle franchissait une ligne, qu'elle enfreignait tous les protocoles. Mais elle s'en moquait. La phrase d'Elena « c'est ma honte » résonnait sans cesse dans sa tête. Elle a réussi à convaincre un technicien de laboratoire de son entourage de lui faire passer un test. Un test qui ne figurait sur aucun formulaire. Un test ADN. Les échantillons ont été prélevés discrètement. Un cheveu d'Elena, ramassé sur le sol de la maison. Un échantillon de salive de Ricardo, prélevé sur un mégot qu'il avait laissé dans l'entrée. Et un échantillon de sang du petit Angel. L'attente fut une torture. 2 semaines. Chaque jour était une éternité. Finalement, l'enveloppe arriva. Discrète, sans expéditeur. Sofia l'ouvrit, les mains tremblantes, seule dans sa voiture, sur le parking de l'hôpital. Le papier était froid. Les résultats étaient un charabia de marqueurs génétiques et de probabilités statistiques qu'elle ne comprenait pas. Mais la conclusion, à la fin de la page, était écrite dans un espagnol clair et brutal. L'échantillon A, Elena Robles, et l'échantillon C, bébé Angel, partagent 25% du matériel génétique, ce qui correspond à une relation biologique grand-mère-petit-fils. Grand-mère, pas mère. Sofia eut un vertige. Alors, qui était la mère? Y avait-il une autre femme? Une fille disparue? Une autre victime? Elle continua à lire, le cœur serré. L'échantillon B, Ricardo Robles, et l'échantillon C, bébé Angel, partagent 50% du matériel génétique, ce qui correspond à une relation biologique père-fils. Père. Ricardo était le père. Et à la fin du rapport, une note, écrite à la main par le généticien. Une note qui n'aurait pas dû être là. PS. Une analyse des marqueurs du chromosome X a été effectuée. Les résultats sont anormaux, mais concluants. La mère biologique du sujet C, Angel, est, avec une probabilité de 99,999%, la même personne que l'échantillon A, Elena Robles. Sofia laissa tomber le papier sur le siège passager. L'air s'échappa de ses poumons dans un sifflement. Le monde extérieur disparut. Les bruits du parking s'évanouirent. Son esprit luttait pour assimiler l'information. Les pièces s'emboîtaient, mais l'image qu'elle formait était impossible. Inhumaine. Elena, mère et grand-mère, Ricardo, père et frère, Angel, fils et petit-fils. Sofia se pencha sur le volant et vomit. Elle vomit le café du matin et la bile de l'horreur pure. L'horreur qui n'a pas de nom, car la nommer, c'est lui donner une réalité que l'esprit humain ne peut supporter.
Avec le rapport ADN en main, un document qui semblait rayonner d'une méchanceté propre, Sophia se sentit armée. Elle se sentit invincible. Elle avait la preuve irréfutable. La vérité scientifique. L'arme ultime. Elle pensait que le système allait enfin agir. Elle pensait que les portes s'ouvriraient en grand. Quelle naïve elle était. Son premier arrêt fut le parquet spécialisé dans les délits sexuels. Elle entra dans le bâtiment de béton gris, avec la certitude qu'elle était sur le point de déclencher une tempête judiciaire. Elle fut reçue par un jeune procureur. Trop jeune. Il portait un costume coûteux qui lui allait un peu trop grand et affichait une expression d'ennui chronique. Sophia lui expliqua l'affaire. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'une indignation contenue qui menaçait de la faire exploser. Elle posa le rapport ADN sur la table. Elle le poussa vers lui. « Lisez ceci. » Le procureur lut le rapport. Il le relut. Il ne montra aucune surprise. Ni horreur, ni dégoût. Rien. Son visage était une toile vierge. Il leva les yeux et bâilla. Un bâillement long, sonore, effronté. Un bâillement qui, pour Sophia, était la plus profonde et la plus violente des offenses. Intéressant, dit le procureur, comme s'il commentait le résultat d'un match de football. Très intéressant, votre affaire. Sophia le regarda, incrédule. Intéressant, répliqua-t-elle. Sa voix était un sifflement. C'est une monstruosité. Cette femme est une victime. Il faut la sortir de là et arrêter Ricardo immédiatement. Le procureur se cala dans son fauteuil, qui grinça sous son poids. Mademoiselle Mendoza, calmez-vous. Les choses ne sont pas aussi simples que dans les films. Qu'est-ce qui n'est pas simple? C'est un viol continu. De l'inceste, de la corruption de mineurs, même si l'auteur est le fils. Écoutez, dit le procureur, adoptant un ton paternaliste qui rendit Sophia encore plus furieuse. Pour qu'il y ait viol, légalement parlant, nous avons besoin d'une plainte de la victime. L'avez-vous? Cette femme est terrifiée. Elle vit sous le contrôle de son propre fils et agresseur. Elle n'ose pas parler. Alors, légalement, c'est votre parole contre la sienne. Et lui, s'il est intelligent, dira que la relation était consentie. Sophia a eu l'impression que le soleil s'ouvrait sous ses pieds. Consentie? C'est sa mère. Il l'a séquestrée psychologiquement et émotionnellement toute sa vie. Ce que vous appelez enlèvement psychologique est très difficile à prouver devant un tribunal, dit le procureur en faisant un geste vague de la main, comme pour chasser une mouche. Il faudrait une armée de psychologues experts et des évaluations qui prendraient des mois, voire des années. Et au bout du compte, un juge pourrait rejeter l'affaire faute de preuves tangibles. L'ADN est une preuve solide, s'écria Sophia en frappant la table avec le rapport. L'ADN prouve la paternité. Pas la coercition, répondit le procureur, imperturbable. Son calme était un rempart. Cela prouve qu'ils ont eu une relation sexuelle. Cela ne prouve pas qu'il s'agissait d'un crime. Je suis désolé. Il n'était pas désolé. Il ne ressentait rien. Sophia resta sans voix. L'air dans la pièce était lourd, vicié. C'était l'air de l'indifférence institutionnalisée. Elle se leva. Ses mains étaient serrées en poing. Ses jointures étaient blanches. « Alors, vous n'allez rien faire ?» Le procureur soupira, comme si Sophia était une enfant têtue qui ne comprenait pas comment fonctionne le monde des adultes. « Bien sûr que je vais faire quelque chose, » dit-il en prenant un nouveau dossier. « Nous allons ouvrir une enquête. Nous allons recueillir des témoignages. Nous allons suivre la procédure. Procédure, dossier, témoignage, des mots creux,
des mots pour classer l'horreur, pour lui attribuer un numéro de dossier et le laisser prendre la poussière sur une étagère. Sofia quitta le parquet. Elle marcha dans les couloirs gris. Elle ressentit un froid qui n'était pas de ce monde. Le froid d'une justice aveugle, non pas parce qu'elle est impartiale, mais parce qu'elle refuse souvent de voir. Elle n'abandonna pas. Pas encore. Le refus du procureur lui avait fait mal. Cela lui avait fait mal comme un coup physique. Mais Sofia avait encore une étincelle de combativité en elle. Le lendemain, elle se rendit à la Commission nationale des droits de l'homme. Le bâtiment était plus récent, plus propre que celui du parquet. Les chaises de la salle d'attente étaient plus confortables. Mais l'atmosphère était la même. L'atmosphère de l'impuissance bien intentionnée. Une femme aimable, portant un collier de perles et un sourire triste, l'écouta. Elle lui offrit un verre d'eau. Elle lui dit qu'elle comprenait sa frustration. Sofia lui raconta l'histoire, encore une fois. Le dossier, la maison, l'odeur, Elena, Ricardo, le bébé, le rapport ADN, le bâillement du procureur. La femme aux perles écouta attentivement. Elle acquiesçait aux moments opportuns. Elle prenait des notes dans un carnet. Lorsque Sofia eut terminé, épuisée, la femme soupira, une version plus élégante du soupir de Morales. Mademoiselle Mendoza, votre cas est terrible, vraiment déchirant, dit-elle d'une voix douce comme du velours. Mais notre compétence est limitée. Encore ce mot. Compétence. Limite. Frontières invisibles entre les bureaux. Nous pouvons ouvrir un dossier de plainte contre le parquet pour manquement éventuel à ses fonctions. Nous pouvons émettre une recommandation. Une recommandation ? Demanda Sofia, sentant la dernière lueur d'espoir commencer à vaciller. Oui. Un document dans lequel nous exhortons l'autorité, en l'occurrence le parquet, à agir avec la diligence requise. Mais ce n'est pas contraignant. Ce n'est pas contraignant. 4 mots. 4 mots pour dire « Nous ne pouvons pas les obliger à faire quoi que ce soit ». Alors, ce n'est qu'un bout de papier ? Murmura Sofia. La femme aux perles lui lança un regard empreint d'une sincère compassion. Parfois, le papier est la seule arme dont nous disposons. Sofia quitta la Commission des droits de l'homme avec un sentiment de vide. Le système n'était pas un mur. C'était un marécage. Il ne vous arrêtait pas d'un coup. Vous vous y enfonciez simplement, lentement, dans ses procédures, dans ses recommandations non contraignantes, dans son jargon incompréhensible. Il vous épuisait. Il vous coupait le souffle, jusqu'à ce que vous cessiez de vous battre. Désespérée, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle enfreignit le code de confidentialité. Elle contacta un journaliste d'investigation. Un homme de la vieille école, cynique et réputé impitoyable. Ils se rencontrèrent dans un café bruyant. Sofia lui remit une copie du rapport ADN. Elle lui raconta l'histoire. Elle a omis les noms, mais a donné tous les détails de l'horreur. Le journaliste l'a écoutée sans dire un mot, fumant cigarette sur cigarette. Ses yeux, petits et brillants, ne quittaient pas les siens. Quand elle eut terminé, l'homme éteignit sa cigarette dans le cendrier. « C'est une histoire très forte, » dit-il. Sa voix était rauque. L'histoire de l'année, peut-être. Sofia ressentit un élan d'espoir. « Mais, » poursuivit le journaliste, « je ne peux pas la publier. » L'espoir s'évanouit instantanément. « Pourquoi pas ? Vous avez la preuve, l'ADN. J'ai un document qui dit qu'un homme est le père d'un enfant, et que la grand-mère est aussi la mère. C'est une bombe. Mais sans déclaration de la victime, sans nom, sans visage, sans arrestation.
Mon éditeur n'y touchera pas, même avec des pincettes. Il fit une pause. Il alluma une autre cigarette. On nous poursuivrait pour diffamation. Le type, Ricardo, dirait que c'est un coup monté, que tout est faux. Et sans le témoignage de la mère, sans qu'elle dise « il m'a forcé », nous n'avons rien. Juste un ragos morbide avec un papier scientifique. Sofia resta là à regarder sa tasse de café froid. Chaque refus était un coup dur, un coup de marteau dans l'âme. Le système judiciaire n'agirait pas sans une victime qui parle. Et les médias n'agiraient que pas sans une action en justice. C'était un cercle parfait. Un serpent qui se mord la queue. Et au centre de ce cercle piégé se trouvait Elena. Cet après-midi-là, vaincue, elle retourna au bureau de son supérieur, Morales. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être avait-elle juste besoin que quelqu'un qui comprenait le système lui confirme qu'elle était folle, que tout était inutile. Elle lui raconta la litanie de ses échecs, le parquet, les droits de l'homme, le journaliste. Morales l'écouta, avec la même expression fatiguée que d'habitude. Lorsque Sofia eut terminé, la voix brisée, Morales resta longtemps silencieux. Puis, il ouvrit le tiroir du bas de son bureau. Il fouilla parmi de vieux dossiers poussiéreux. Il en sortit un. Le carton était jauni et friable à cause du temps. Il le posa sur la table. Sofia lut l'étiquette, écrite à la main dans une calligraphie déjà effacée. Famille Robles. Sofia le regarda, sans comprendre au début. Puis, l'horreur la frappa avec la force d'un train. « Cette affaire est arrivée sur mon bureau il y a 20 ans, » dit Morales à voix basse, sans la regarder. Son regard était fixé sur le dossier. Le document qu'il avait avec lui disait « Message confidentiel. Indice de situation sensible dans la famille. Une adolescente de 16 ans, enceinte. Son père, un homme aux prises avec l'alcool et des accès d'impulsivité, nommé Ramiro. » Sofia porte la main à sa bouche. « Elena, » murmura-t-elle. C'était Elena. Quand j'attendais Ricardo, Morales acquiesça. Je suis allé à la maison. La même maison. J'ai parlé au père, Ramiro, une brute. Je me souviens de son regard. Et j'ai parlé avec elle. Elle était telle que tu me l'as décrit maintenant. Morte vivante. Elle n'a pas dit un mot. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Il fit une pause. Le poids de 20 ans s'abattit sur le silence du bureau. Sans son témoignage, je ne pouvais rien faire. Le système ne le permettait pas, a complété Sofia. Sa voix était un écho sans vie. J'ai classé l'affaire, a poursuivi Morales, le regard perdu dans le passé. Je me suis dit que je reviendrais, que j'insisterais. Mais ensuite, une autre affaire urgente est arrivée, puis une autre. Et encore une autre. La machine vous engloutit, Mendoza. Tu passes tout ton temps à remplir des papiers, à signer des documents, à assister à des réunions. Et tu oublies les âmes qui se cachent derrière ces feuilles. Sofia regarda le vieux dossier. Puis, elle regarda les nouveaux formulaires qu'elle avait elle-même remplis sur son bureau. C'était la même affaire, la même famille, la même horreur, séparée par 20 ans de bureaucratie, de procédures, d'indifférence. Le système n'avait pas échoué une seule fois. Il avait échoué 2 fois, de manière systématique. Il avait permis au monstre original d'agir en toute impunité. Puis, il avait laissé sa graine germer et créer un nouveau monstre. Un monstre qui avait désormais des otages. Sofia se sentit étouffée. Elle se leva et quitta le bureau sans dire un mot. Elle s'assit dans sa voiture et cria. Elle cria jusqu'à en avoir mal à la gorge et jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Un cri de rage, de frustration.
de haine envers ce système sans visage, qui non seulement permet la souffrance, mais la perpétue. Ce soir-là, dans la solitude de son appartement, elle prit une décision. Si le système ne l'aidait pas, elle le ferait elle-même. Au diable les protocoles, au diable les formulaires, au diable les recommandations non contraignantes. Elle allait sortir Elena de cette maison. Le lendemain matin, Sofia ne se rendit pas au bureau. Elle est allée à la banque et a retiré toutes ses économies. Puis, elle s'est rendue dans une petite pension à la périphérie de la ville. Elle a payé 1 mois d'avance. Le plan était simple, démentiel, illégal. Mais c'était la seule chose qui lui restait. Elle irait à la maison. Elle attendrait que Ricardo sorte. Et elle emmènerait Elena, de force si nécessaire. Il arrive dans la rue sans issue et se garait à une distance prudente. Il attendit. Le soleil se leva. Puis, il commença à descendre. Finalement, la porte métallique s'ouvrit. Ricardo sortit. Il partit sur sa moto. C'était le moment. Sofia courut vers la maison. La porte n'était pas verrouillée. Elle entra. Elena était assise par terre, berçant le berceau en carton. Vide. « Elena, dit Sofia, partons. Je suis venue te sortir d'ici. » Elena la regarda. Elle ne semblait pas surprise. Seulement de la résignation. « Je ne peux pas partir. »« Si, tu peux. Ricardo n'est pas là. »« J'ai un endroit sûr. » Elena secoua la tête. « Il reviendra. Il revient toujours. Nous serons loin. Il ne te trouvera pas. »« Il me trouvera, » répéta Elena avec une certitude terrifiante. « Et si je pars, il lui fera du mal. »« À qui ?» demanda Sofia, même si une partie d'elle connaissait déjà la réponse. Elena regarda le berceau vide. « À l'enfant. » Il la prit. Le monde de Sofia s'arrêta. Ricardo avait emmené le bébé de l'hôpital. Personne ne l'avait prévenu. Encore une faille du système. Encore une information perdue entre les services. Il l'avait emmené en otage. Comme garantie. L'ancre qui maintenait Elena enchaînée à cet enfer. Sofia tombe à genoux, vaincue. À ce moment-là, elles entendirent le bruit de la moto qui revenait. La panique s'empara de Sofia. Elena la regarda, et pour la première fois, Sofia vit une étincelle d'urgence dans ses yeux. « Pars, » murmura-t-elle. « Pars maintenant, par la porte de derrière. S'il te trouve ici, ce sera pire. » Sofia sortit par la porte arrière, juste au moment où Ricardo entrait par la porte d'entrée. Elle courut jusqu'à sa voiture et partit avec un goût de cendre dans la bouche. Ce qui s'est passé ensuite n'est connu que par bribes. Sofia, brisée et n'ayant plus rien à perdre, a anonymement divulgué le rapport ADN à un blogueur indépendant. L'histoire a fait le buzz sur Internet. La pression médiatique a contraint le parquet à agir. Un jour, un convoi de voitures de police est arrivé dans la rue sans issue. Mais ils sont arrivés trop tard. La maison était vide. Elena, Ricardo et le bébé Angel avaient disparu. Ils s'étaient évaporés, comme des fantômes. Leurs visages ont fait la une des journaux pendant une semaine. Puis, ils ont été oubliés. Le dossier d'enquête reste ouvert, prenant la poussière sur une étagère à côté de celui d'il y a 20 ans. 2 monuments de papier à l'échec. Parfois, la nuit, Sofia Mendoza se réveille en sueur. Elle rêve d'une maison au bout d'une impasse. Elle a quitté son travail. Elle travaille désormais dans un petit refuge pour femmes, loin des formulaires. Où sont-ils? Personne ne le sait. Peut-être ont-ils traversé la frontière? Peut-être répètent-ils leur cycle d'horreur dans un autre coin oublié du Mexique. Le bébé, Angel, s'il est encore en vie, grandit dans le sein de l'aberration. Deviendra-t-il la 3e génération du monstre?
Ce n'est pas une histoire qui se termine bien, parce que la réalité, souvent, ne se termine pas bien. C'est un rappel que les monstres les plus terribles vivent parfois au grand jour, et que le silence est le terreau fertile où pousse l'horreur. La maison de Colima est toujours là, vide. Un monument au silence. Et parfois, dit-on, si vous passez devant la nuit, vous pouvez encore entendre des pleurs. Les pleurs d'une honte qui n'a jamais trouvé justice. Je suis Padre del Valle, et rendez-vous dans le prochain Realidad Mexico.